de suivre votre émission Questions pour un citoyen. Madame, Messieurs, bonsoir. Un plaisir énorme de vous retrouver pour le compte de ces numéros. Nous avons l'opportunité de recevoir deux invités dans cette émission. Donc, c'est une émission particulière. Pourquoi? Parce que d'habitude, nous échangeons avec un invité. Mais aujourd'hui, c'est une opportunité, raison pour laquelle je dis c'est une particularité dans cette émission de recevoir deux invités. Il s'agit exactement de Monsieur Henri Longenja, qui est secrétaire exécutif de l'ONG Collectif 24, plateforme de la société civile qui milite pour l'accès à l'information. À côté de Monsieur Henri Longenja, que je salue. Bonsoir, Monsieur Henri. Bonsoir, Madame. Voilà, à côté de Monsieur Henri, nous avons Madame, maître plutôt, Liliane Moussassa, point focal du Collectif 24 à Lubumbashi. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là. En guise de rappel, le 26 et le 27 janvier dernier, la plateforme Collectif 24 avait organisé un atelier au CEPAS qui a porté sur droit d'accès à l'information et à la liberté d'expression dans la société de l'information pour une participation citoyenne. Parce qu'on va parler aujourd'hui de l'accès à l'information, Monsieur Henri, je m'en vais directement vous poser la question de savoir pourquoi ces thèmes exactement. Oui, merci, Madame, ce thème, parce qu'il faut avouer que le collectif, on est à notre troisième colloque. Le deuxième thème du deuxième colloque, c'était le droit d'accès à l'information et le développement durable. Parce qu'à ce moment-là, le contexte du milieu, on parlait plus de la révolution de la modernité, on parlait de 5 chantiers et qu'il fallait parler de l'accès à l'information par rapport au développement. Alors maintenant, vous serez d'accord avec nous qu'en 2016, parmi les droits de l'homme fondamentaux qui ont posé problème, c'est entre autres les libertés fondamentales. Et que parmi les libertés fondamentales, c'est plus la liberté d'expression. Voilà, et qu'on s'est retrouvé, si aujourd'hui on parle de décrispation, s'il y a la crispation, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont soit arrêtés à cause de leurs opinions, il y a ceux qui se sont retrouvés en prison, il y a ceux qui sont froidement assassinés, ainsi de suite. Donc, pour qu'il y ait dans une transition qu'on veut amorcer maintenant, dans cette charnière ici de 2017, nous disons, mais la liberté d'expression est au cœur de tous et qu'on demande à ce que les citoyens participent, mais comment on peut participer, comment on peut s'exprimer là où on n'a pas accès à l'information. Voilà pourquoi on a dit nous devons parler de l'accès à l'information, la liberté d'expression, parce que pour que je m'exprime, il faudra que j'accède à des vraies informations. Et une fois que j'ai des informations, il ne faut pas que je les mette sous la table. Il faudra que j'exprime mon opinion par rapport aux informations à ma possession. Et ce n'est que de cette manière-là que je participe maintenant dans la chose publique. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de la participation citoyenne. Spécifique de notre pays, la République démocratique du Congo, on sait que l'accès à l'information n'est pas facile. Il y a des couacs. On ne peut pas accéder sans embâche à l'information. Comment procéder? Est-ce que vous trouvez que votre lutte pourra arriver à bon port, d'autant plus que la République démocratique du Congo, vous êtes sans ignorer que c'est un pays qui est buté, un sérieux problème d'accès à l'information? Oui, effectivement. En fait, c'est comme on dit toujours, et c'est ce qui justifie même notre combat. Parce qu'on sait que la République démocratique du Congo est butée avec ces problèmes et ça nous renforce et ça nous conforte même par rapport à notre combat, que ce n'est pas un combat vain, c'est le combat est loyal parce que miser sur un besoin réel, celui d'accès à l'information. Mais nous sommes confiants et nous sommes optimistes. Nous pensons que ça va aboutir un jour parce qu'on n'est pas au point zéro, on avance quand même. Le fait même que par rapport à ces combats, que le Sénat puisse voter la loi relative à l'accès à l'information, que l'Assemblée nationale puisse consacrer pendant les 2 sessions successives dans son calendrier et donner à la commission socio-culturelle et puis agir de travailler sur ça et que les honorables députés ont travaillé, ça ne reste qu'ils présentent à la plénière pour que ça soit voté. C'est déjà une expression de volonté politique, le fait d'accepter d'abord ça comme besoin et de chercher à légiférer cet aspect des choses. Nous pensons que ça va aboutir.
on ne peut pas être aussi optimiste à 100%. On sait qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'embûches dans une société où la corruption, les secrets s'est installé comme toute une institution. Ce n'est pas facile, une loi qui va promouvoir la transparence pour tous. Ce n'est pas facile, on est conscient, parce qu'il faudrait travailler, et les détenteurs, et les politiques, surtout l'administration publique et la population. La RDC, ces problèmes se posent avec acuité. Oui, pour laquelle je dis... effectivement, ça se pose. Et voilà ce qui justifie alors notre travail. Il y a ceux qui ont péri dans le souci d'informer. Oui, effectivement, c'est à cause de ça et que nous pensons que si ce droit-là est garanti, bien au niveau de la Constitution, c'est l'article 24 qui dit toute personne a droit à l'information. Et vous allez vous rendre compte que même ces personnes qui périssent, là, qui ont péri, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès à la vraie information. Prenons le cas de certains journalistes qui n'ont pas eu accès à la vraie information. Maintenant, il va divulguer ce que lui considère comme étant information, alors que ça peut être une fausse information. Et on va vous dire non, c'est la diffamation, c'est la calomnie, tout ça. Et on l'amène en prison pour autant. Mais s'il avait accédé à la source d'information, je pense qu'il n'en aura pas ce genre de choses. Donc, vous voyez que pour même que la liberté d'expression qui est garantie par l'article 23 de la Constitution soit prise en compte, il va falloir que cette question-là soit rassurée et que nous pensons que... Vous signifier que ceux qui ont péri, vous avez pris quelques exemples de journalistes, n'ont pas pu avoir accès à la bonne information. Mais par rapport à Charlie Hebdo, par exemple, ce qui est arrivé en France, que direz-vous? Oui, en fait, ce qui est arrivé en France, je pense que Charlie Hebdo, ça c'est la barbarie des terroristes et tout ça, tout simplement parce que là, il publie, il a fait la caricature, ainsi de suite. Mais au-delà de cette barbarie qui est arrivée, vous allez voir qu'en France, par exemple, ils ont cette loi et ils ont même toute une commission d'accès aux documents administratifs qu'on appelle la CADA. Et là, ça fonctionne bien. Et vous allez voir que même en France, le journalisme d'investigation est mieux développé qu'en République démocratique du Congo. C'est difficile. Et pour accéder aux informations ici au Congo, ça pose énormément de problèmes. Mais on peut croire que la presse étrangère accède à des informations. Non. Parce que je peux dire que la presse étrangère, les journalistes étrangers ont l'accès facile à des personnalités et non à des informations. Parce qu'il peut rencontrer facilement le président de la République et qui peut lui parler, il peut rencontrer facilement un ministre et tout ça qui peut lui parler, lui faire des déclarations. Mais ce qu'on cherche, ce n'est pas des déclarations. Ce qu'on cherche, c'est que même demain, que le journalisme d'investigation puisse être développé, que le journaliste accède lui-même aux documents. Vous allez par exemple, on va voir la sortie des fois à la Banque centrale. Et que vous arrivez à la Banque centrale, ce n'est pas que le gouverneur ou le chargé de communication du gouverneur puisse vous parler, vous donner son opinion, non. Il met à votre disposition des documents, mais c'est à vous d'exploiter ces documents-là. Donc c'est à ce niveau-là que nous voudrions, pour éviter un peu toutes ces histoires de corruption, ainsi de suite, et ça va faire en sorte que ceux qui gèrent la chose publique puissent réfléchir deux fois parce qu'ils ne sauront pas qui viendra me demander les comptes demain. Voilà. Et ça va renforcer la transparence et la redevabilité pour tous. Voilà. Maître Henri, je veux revenir à vous, Monsieur Henri Longuedja. Maître Liliane, vous êtes point focal de la plateforme Collectif 24, point focal du Collectif 24 à Lubumbashi. Maître, vous êtes juriste de formation. Voilà, nous parlons de l'accès à l'information. Pourquoi? Parce que la plateforme Collectif 24 avait organisé un atelier dans l'excellence droit d'accès à l'information. Vous êtes juriste de formation. Il y a des risques spécifiques que les journalistes congolais courent en diffusant les informations, peut-être de fausses informations, pas des bonnes informations. Ils ont peut-être aussi donné des bonnes informations. Ils sont victimes d'arrestations au quotidien. Et quelle est votre réaction par rapport à cette réalité? Est-ce que vous pensez que la lutte menée par la plateforme Collectif 24 pourra aboutir à bon port, d'autant plus qu'il y a beaucoup de réalités? Merci de la parole, madame. Pas seulement de formation, j'exerce aussi la profession d'avocat. En fait, par rapport à votre question, l'information dont il est question ici, ou la loi d'accès à l'information, nous trouvons que c'est important, c'est pour aussi protéger la population.
Les journalistes aussi doivent être protégés par rapport à ça. Et bon, je trouve qu'il faudrait qu'on s'y mette et que la loi soit réellement votée pour protéger tout un chacun de nous qui a besoin d'une information. Et quand il faut livrer une information, qu'on la livre et qu'elle soit protégée par la loi. Je crois que c'est un bon point qu'on est en train de faire cette lutte. Quel est l'impact de l'information dans la société? En fait, c'est vrai qu'il faudrait gérer les informations. Ou l'information qui sort, il faut la gérer. Il ne faudrait pas la lancer comme on la prend, peut-être sans vérifier. Mais au fait, elle n'a pas d'impact parce que, à différents endroits, moi personnellement, je trouverais qu'il faudrait que tout le monde soit informé de ce qui se passe dans le pays. Sans tabou. Et oui, bien sûr. Que tout le monde sache que nous avons payé notre taxe. C'est l'argent de taxes qu'on est en train d'arranger ou d'arranger les routes. Nous avons payé ceci et que ceci se passe comme cela, comme ceci, comme ça. Et en tout cas, que tout soit vraiment au clair comme M. Henri venait de le dire. Et que quand on a besoin d'une information, qu'on nous la donne sans jambage. Est-ce qu'on peut parler de la liberté d'expression aujourd'hui dans notre pays, d'autant plus que y a pas, la démocratie n'est pas totale? C'est vrai que c'est compliqué dans notre pays. On parle de la démocratie, on parle de la liberté d'expression, mais on ne sait pas l'exercer. C'est difficile. C'est vrai qu'on parle de la liberté d'expression. La loi dit qu'il faudrait que tout le monde est libre de s'exprimer. C'est ça. Mais quand on s'exprime et que on touche sur un point, sur un maillon qui fait trembler, alors là on est cuit. Hein. C'est comme ça que tout le monde ne sait pas vraiment donner une information vraie. La gère à son niveau, c'est de bouche à oreille. Donc on ne nous entend pas parce que, alors que quand c'est dans le pays et que c'est ouvert à tout le monde, je ne trouve pas le pourquoi de l'étouffer. Qui sont censés réellement protéger le journaliste, ainsi de suite, par rapport aux informations que nous donnons au quotidien? D'abord, la loi doit protéger les journalistes. Quand on vote une loi par rapport à l'accès à l'information, comme M. Henri l'a dit, qu'il y a déjà un projet et que ce projet sera voté pour que cette loi puisse protéger. C'est la loi qui protège. Quand il y a une loi d'accès à l'information, ça protège le journaliste parce qu'aujourd'hui, un journaliste peut donner une information et que de l'autre côté on coince, mais s'il y a la loi qui protège, je veux dire qu'il y a la loi qui m'autorise à donner une telle information. C'est la loi qui protège beaucoup plus. Ouais. Mais on sent que le législateur congolais est influencé. Les journalistes peuvent avoir raison, mais on ne le sent pas. Ils ne bénéficient pas de cette protection, ils ne bénéficient pas du nécessaire par rapport à la loi. Ça décourage, et voilà, les journalistes se sont exposés. Nous sommes contraintes de travailler avec des limites. Pourquoi? Parce que la loi ne nous protège pas. C'est vrai que les journalistes sont contraints de travailler avec des limites, ou par des limites, parce que la loi, ils ne sont pas protégés. Normalement, c'est la loi qui va protéger les journalistes. Mais quand ils travaillent là, ils sont vraiment limités, c'est vrai. Ils ne peuvent pas donner une vraie information, même s'ils la connaissaient aujourd'hui. Ils ne la livreront pas, de peur qu'ils ne soient coincés parce qu'il a donné une information. Mais s'il y a la loi aujourd'hui, la loi nous protège. Toutes les lois que nous avons, toutes les lois édictées, c'est pour nous protéger. Et alors, quand il n'y a pas de loi d'accès à l'information, on n'est pas protégé. Il faut vulgariser cette loi. Mais alors, il faut d'abord qu'elle soit édictée pour qu'on puisse la vulgariser. C'est ça. Elle n'existe pas. On va vulgariser quelque chose qui n'existe pas. Maître Liliane, parce qu'on en parle, quels sont les obstacles à l'accès à l'information et à la liberté d'expression? Les obstacles d'accès à l'information. En fait, je ne sais pas très bien, mais par rapport... moi, dans mon domaine, présentement, je trouverais qu'il faudrait que je me défoule librement. Quand j'ai un problème, je ne le gère pas. Je le dis. Et je trouve que dans un pays correct, un pays normal, qu'il faudrait que l'on annonce ce qu'on a là, on le dit clairement. Il ne faudrait pas qu'on le garde parce qu'on se dit que non, c'est un obstacle qu'il faudrait. Moi, je ne trouverais pas qu'il y ait d'obstacle en tout cas, à mon sens. Apparemment, je vois comme si M. Henri voulait compléter. M. Henri, je ne sais pas, par rapport aux obstacles liés à l'accès à l'information et à la liberté d'expression. Oui, bon, en fait, je pense qu'au niveau des obstacles, parfois je peux aussi rentrer en arrière par rapport à certains aspects.
de vos interrogations. Les obstacles actuellement, je peux dire, le premier obstacle, c'est la culture politique dans notre pays, la culture du secret et la corruption qui s'est installée. Vous savez, au Congo, la corruption est devenue toute une institution. Et c'est vraiment du sang qui fait fonctionner le tout. Et c'est à tous les niveaux, depuis les bas âges jusqu'au sommet du pays. Donc, ce n'est que la corruption. Et devant un tel décor-là, c'est difficile qu'on puisse vraiment promouvoir l'accès à l'information. Parce que justement, ce droit-là vient mettre fin à ce genre de pratiques. Il voudrait que les choses se passent dans la transparence totale. Mais aujourd'hui, les gens qui s'enlisent dans ces pratiques-là de corruption, le phénomène de commission, opération, retour, ainsi de suite, qui s'enrichissent des millions de dollars au détriment du peuple, au détriment de la nation, et que si c'est eux les décideurs, ils vont se dire non, mais moi je ne peux pas céder. D'abord, c'est ça le premier obstacle. Alors, donc, il va falloir qu'il y ait une révolution de l'homme, que l'homme qui dirige, le détenteur lui-même puisse changer. Deuxième obstacle, c'est l'ancienne législation ou l'arsenal juridique, ou voire même au niveau de l'administration, où on dit avec le fameux droit de réserve, que le fonctionnaire a le droit de réserve, du secret professionnel, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses, toutes ces chaînes-là qui sont mises dans les chefs de l'administration publique, qui pensent que les informations qu'on a, on ne peut pas les livrer parce qu'il faut avoir une autorisation, ainsi de suite. Alors, vous voyez que tout ça, on peut les citer. Et autre obstacle, c'est la peur. Tout simplement parce que les gens, lorsque vous dites quelqu'un qui, prenons par exemple une maman qui est en train de vendre des pains, qui paie ses taxes d'assainissement, mais si vous lui dites que c'est votre droit d'aller demander au bourgmestre qu'est-ce qu'il fait de l'argent qu'il récolte. Et prenons par exemple, vous étalez les histoires au sol, les sols comme ça, alors qu'il récolte cet argent. Est-ce que dans les budgets, quelle est la part réservée à l'assainissement? Quelle est la part réservée pour construire ne serait-ce que les étalages au niveau du marché? Donc, demander une maman comme ça à l'effet, il va dire, ah, Ngana Komina, moi c'est qui? Pour aller demander. La peur. Est-ce que moi j'ai vraiment ce pouvoir-là d'aller demander? Vous voyez pourquoi la route est par exemple université ou des tronçons, ça ne marche pas. La population allait demander au ministre des grands travaux ou soit au gouverneur de la ville pourquoi, quelle est vraiment votre politique d'aménagement des routes. Donnez-nous les plans, tout ça, les programmes, quel est le budget qui est consacré. Les gens vont dire, mais où va pourquoi moi c'est qui? Allez demander qu'est-ce qu'on gère avec l'argent des GoPass au niveau des RVA, tout ça. Depuis là, on voit notre aéroport, en dehors des petits trucs qu'on met là. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Donc, les gens ont cette culture de peur, c'est aussi un grand obstacle qu'il fait que, aussi longtemps que chaque Congolais ou chaque citoyen ne doit pas se sentir un citoyen à part entière, un responsable dans la gouvernance du pays, et si on ne prend pas cette conscience-là, finalement, on va se dire c'est l'affaire des autres. Tout pouvoir vient de Dieu, on les a donnés, laissez-les gérer jusqu'à ce que Dieu va en finir avec eux. Donc, ça fait partie des obstacles. Et prenons par exemple l'obstacle de la liberté d'expression. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un boom démocratique où tout le monde pense qu'il a le droit de s'exprimer comme il veut, alors que c'est aussi une erreur. Il faut s'exprimer en connaissance des causes. Voilà pourquoi l'accès à l'information est important. Donc, le premier obstacle même de la liberté d'expression, c'est le non-accès à l'information. Par le fait que vous n'avez pas accédé à la vraie information, c'est déjà un obstacle. Pour s'exprimer en toute responsabilité. Et c'est là où, pour en revenir à la question, vous parliez même des journalistes qui, on les voit en prison, qui ne sont pas protégés, et ainsi de suite. Vous savez, madame, la soustraction d'une information, c'est une infraction. Mais actuellement, que les gens n'aient pas demandé les informations, ils procèdent par des voies malhonnêtes pour soit ils donnent un peu de l'argent là pour consulter un document. C'est une infraction.
Mais il faut demander officiellement. Alors, vous pouvez aujourd'hui avoir ça, mais par le fait que vous n'avez pas fait ça de manière officielle, et ça va être des diffamations, des calomnies, ainsi de suite. C'est ça l'obstacle, le non-accès à l'information. Et qu'il faudra que tout le monde puisse se dire, c'est notre droit, et que tout le monde puisse s'approprier. C'est un droit de l'homme fondamental. C'est la vie qui en dépend, et que ma vie ne dépend que et en fonction de mes capacités d'accès à l'information. D'ailleurs, pour évoluer, c'est celui qui est bien informé qui avance plus que celui qui est ignorant. Donc, ça veut dire que l'accès à l'information vous ouvre les portes. Mais vous ne trouvez pas que avec l'arrivée de la nouvelle technologie de communication, quand même, ces problèmes semblent être décantés? Bon, pas tellement. En fait, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est un outil. C'est un outil, un dispositif qui est là, qui permet qu'aujourd'hui, je peux avoir les informations entre mes mains. Grâce au téléphone et tout ça, directement, j'accède à certaines informations. Mais il va falloir que pour qu'on puisse exploiter cette TIC, il va falloir que cette information soit disponibilisée. Ça doit être produit et disponibilisé en ligne. Mais aujourd'hui, nous avons fait l'analyse sur le e-government, le gouvernement électronique en République démocratique du Congo. Allez visiter des sites. En dehors du site du ministère des Finances et du Budget, où vous trouvez quand même quelques données, surtout le ministère du Budget, qui mettent un peu de données. Mais allez dans d'autres sites, mais vous trouvez rien. Donc, juste la page d'accueil, même contactez-nous, vous cliquez, il n'y a rien, ça ne passe pas. Même au niveau du Parlement. C'est aberrant de trouver que les gens puissent mourir à cause d'une loi. Mais si les parlements, dans leur site, mettaient ne serait-ce que des lois à voter en ligne sous forme de forum, pour que chacun, à partir même de son téléphone, puisse dire non, cette loi-là, moi je pense qu'il faut ça. Ça renforcerait même l'appropriation même de certaines lois. Au mois de décembre passé, c'était un peu difficile d'accéder à l'information. Oui, mais c'est là où je vais aboutir, madame. C'est là où je vais aboutir quand je dis que d'abord, ça figure parmi les obstacles. Au niveau des sites, il n'y a pas cette culture-là d'ouverture, j'allais dire. On ne met pas de choses, juste des pages d'accueil, ainsi de suite. Donc, on ne produit pas, on ne met pas. Et nous avons essayé même de doter, grâce à aussi ça, quelques communes de sites. Mais pour qu'ils archivent ne serait-ce que ces informations et que la population y accède, ça pose problème. Ça, c'est le premier obstacle par rapport à cette TIC. On a ça à notre disposition, mais il va falloir que les détenteurs puissent les mettre en ligne. Voilà pourquoi dans le monde, dans la mouvance de défense du droit d'accès à l'information, le principe c'est la divulgation maximale de l'information et la divulgation proactive. N'attendez pas qu'on vienne vous demander, mais publiez, vous avez des sites, mettez en ligne, échangez des documents. Mais dans cette culture, vous voyez, comme vous disiez au mois de décembre, où on a tendance à chaque instant de couper l'Internet, ce qui est un crime. Un crime parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'Internet, c'est un droit de l'homme. Et couper cet accès-là, c'est commettre un crime contre l'humanité parce qu'aujourd'hui, l'Internet est protégé même par l'UNESCO comme le patrimoine mondial. Mais pour empêcher certaines incitations écoutez, à la violence... c'est du devoir du gouvernement de mettre des mécanismes partout pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que ça ne passe pas. Vous savez, aujourd'hui, arrivé aux États-Unis, chercher à taper... le Ben Laden, ça n'affiche pas, même si Google, vous n'aurez pas les résultats par rapport à Ben Laden lorsque vous êtes aux États-Unis. C'est pour dire quoi? Le gouvernement doit informer et former ses agents. On a l'impression qu'aujourd'hui, avec l'éthique, on a connu une vitesse de croisière. Mais notre administration reste toujours en retard. Allez-y, même avec les sociétés de communication. Ils ont des experts et parfois des technologies que même notre propre administration, qui est censée contrôler, n'est pas à mesure. Parce que, et avec leur personnel, ils sont en avance et par rapport à nos fonctionnaires. Monsieur Henri, vous Donc, n'allez pas quand même nous convenir que avec la nouvelle technologie d'information et de communication, quand même le problème d'accès à l'information
est résolu. Ce n'est pas résolu, madame. Largement résolu. Ce n'est pas résolu. Parce que si je prends l'exemple du décès de Etienne Tshisekedi, il est décédé à 17h, c'est à 17h05, 10 minutes que les gens étaient déjà informés de ses disparitions. Ça c'est au niveau de l'information, dans le sens où on communique. C'est comme ça aussi, madame. C'est encore une raison de plus pour inviter nos dirigeants de savoir qu'à l'heure de la numérique actuelle, ce n'est pas nécessaire qu'on puisse se camponner sur des anciennes traductions de la culture du secret, parce qu'il n'y a plus de secret. Tenez, le 19, à chaque instant qu'on coupe l'Internet au Congo, mais par après, vous avez coupé l'Internet, mais vous n'avez pas coupé, enlevé les images qui sont entre les mains des gens. Mais aussitôt que l'Internet revient, mais tout revient en ligne. Ah, alors, vous avez fait quoi? D'ailleurs, le 19 décembre, tout le monde, nous étions chez VPN. VPN, et vous avez coupé, mais on était connectés grâce à VPN. Donc, c'est pour dire que actuellement, la coupure ne savent absolument rien. Ceux qui gèrent doivent être capables de suivre le rythme de la modernité. L'éthique, bien sûr, vient réformer les choses pour que les gens, à la ligne, à la 7e seconde, puissent diffuser, mais ça traîne du point de vue des gouvernements, ça traîne du point de vue de l'État. Dans la gestion de l'État, ces informations ne sont pas disponibles, mais il va falloir qu'on puisse capitaliser l'éthique pour toucher plus d'un citoyen. Parce que vous savez, c'est une aubaine, une opportunité pour le gouvernement d'avoir l'éthique, et que bien que l'accès maintenant, on n'est qu'à 3% au Congo de pénétration, c'est juste 3%, ce n'est pas assez, mais ne serait-ce que les 3% là, il faut les arracher. Et lorsque vous communiquez, vous exploitez les mêmes moyens pour communiquer et livrer les informations, il y aura plus de confiance, et l'impact que vous demandez, c'est qu'il y aura l'appropriation pour tous de la chose publique, il y aura l'appropriation du programme du gouvernement par tous, parce que tout le monde va comprendre les politiques publiques, qu'à ce moment-là, on va lutter contre la corruption et tout le monde va s'engager parce que les choses sont claires, et même la décrispation qu'on est en train de chercher maintenant, ça sera de soi. Parce que pourquoi il y a la crispation? Parce qu'il y a des soupçons. Parce qu'on se dit, bon, lui, ce qu'il fait là, on ne connaît pas, et à ce moment-là, à cause des soupçons, à cause des rumeurs, c'est comme ça que ça crée des tensions. Mais si aujourd'hui les choses se passent dans la transparence totale, je ne vois pas qu'il y ait des soupçons. Tenez, par exemple, vous êtes à l'RTCE et qu'on vous dit, par exemple, les budgets, parce qu'ils sont parfois des sujets tabous, qu'on vous dit, bon, voilà notre budget de fonctionnement de RTCE cette année, c'est comme ça, et on a telle exigence, et les personnels, c'est autant. Est-ce qu'on aura encore, si les choses sont claires, est-ce que vous aurez encore à faire des remous, de discuter à côté? Voilà, merci beaucoup. Bien que les cours et tribunaux sont instrumentalisés, on peut parler aujourd'hui des sanctions prévues par rapport à tout celui qui empêche l'accès à l'information ou à la liberté d'expression. Par rapport à la liberté d'expression, c'est une difficulté. C'est quoi qu'on devait dire qu'on n'a pas dit en ce moment-là? C'est ça le problème. C'est quoi qu'on devait dire ou qu'on ne veut pas dire pour que l'on soit protégé par rapport à la loi? C'est aussi une difficulté, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire non, je n'ai pas eu accès à l'information, et que vous allez vous plaindre. Je ne pense pas qu'on vous réponde. On vous dira que c'est quoi qui vous protège, qu'est-ce que la loi. Mais aujourd'hui, parce que je n'ai pas été libre de m'exprimer, qui me contraindra aujourd'hui? C'est vraiment une difficulté dans notre pays, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas aujourd'hui à quel sens c'est voué, et que la loi, elle, peut-être pour nous protéger, sans loi, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que la Constitution parle de la liberté d'expression, mais au fond, on n'est vraiment pas libre. Et même dans le cours des tribunaux, c'est peut-être parce que nous parlons de l'indépendance plutôt du juge, que les avocats peuvent se permettre de tout dire devant le juge, mais au fond, on ne le dit pas avec aisance. Il arrive qu'on se dise, bon, en fait, on le dit parce que on va nous penser quelque part, il ne faudrait pas qu'on attaque telle structure, telle autre structure, telle institution, de peur que demain, c'est demain de Ebindaku.
Alors, il y a beaucoup de restrictions dans ce sens. Dans un pays où tout est au rabais, l'accès à l'information aussi sera difficile, ainsi que la liberté d'expression. Et non, en fait, la population a envie, on dirait qu'on est en train d'étouffer la population à s'exprimer. Cette population-là, et c'est vrai que nous savons tous, c'est né en secret pour personne, que quand quelqu'un veut s'exprimer demain, il est interpellé, soit ici, soit là-bas, parce qu'il a dit des choses qui n'ont pas arrangé le gouvernement. Et alors, les gens ont toujours quelque chose à retenir, en fait, se retiennent toujours quelque part. Donc, on peut conclure par rapport à la lutte menée par votre plateforme collective 24. On ne trouve pas que quelque part que c'est une lutte en vain. Pourquoi? Parce que les réalités de notre pays spécifiquement vont vous empêcher d'aller plus loin. Elle n'est pas vaine, cette lutte, parce que nous protégeons aussi les journalistes en ayant cette loi. Et nous nous battrons jusqu'à ce que la loi soit éditée et promulguée. Ça sera quelque chose de bien, pas seulement pour nous. Nous luttons parce que, comme l'a dit Henri, c'est parmi le droit de l'homme. C'est un droit. Ce sont des besoins primaires, si on peut le dire, d'être informé. Nous avons beaucoup plus d'informations dans dehors de notre pays, mais pourquoi pas ceux de notre pays? Alors, nous luttons parce que nous savons qu'un homme a un droit et ce droit-là doit être respecté. Il doit octroyer ses droits. Oui, parce que Henri a dit que la loi était déjà... Il y a le projet de loi qui était là et que la primature avait déjà... en fait, on a le législateur qui est assemblé. Je crois que c'est ça. Oui, il y a récemment, M. Henri, vous voulez compléter, récemment, il y a CCTV qui a vu son signal coupé. Quels sont les efforts que votre structure a déployés pour que ce signal soit rétabli? Je pense que par rapport au CCTV, je pense que la force que nous avons, c'est juste la force de la parole. C'est juste cette liberté d'expression. Et je pense que lorsqu'on a coupé le signal de CCTV, comme tant d'autres médias, nous avions déploré, on a fait des déclarations, ainsi de suite, et qu'à chaque instant, on essayait de m'atteler pour savoir qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Mais par rapport à la question même des juges, parce que la justice est ce qu'elle est, mais en fait, tout simplement parce que les politiques s'imitent dans la justice. Voyez ce qui se passe aux États-Unis actuellement, où le président signe un décret et un juge prend une autre décision que ça ne peut pas s'appliquer. Donc, voyez l'indépendance de la justice et que nous disons à quand ça pourrait être au Congo, où on voit vraiment que l'ordonnance du président, ou soit l'arrêté du ministre, qui est vraiment annulé par l'arrêt de la Cour. Il faut que le pays soit développé. Non, ça ne dépend pas du développement. C'est les problèmes de conscience, c'est les problèmes d'éthique, c'est le problème de savoir ce que l'on veut. Donc, ça ne demande pas un développement pour qu'on commence. Au contraire, ce sont ceux qui souffrent, qui doivent plus s'organiser pour aller plus loin. Donc, les juges devraient que les droits. Et qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore la loi, et nous sommes confiants aux députés qu'ils vont voter cette loi-là dans quelques mois ou dans quelques semaines, mais même s'il n'y a pas cette loi, la Constitution est là. Et il y a en dehors Monsieur de Henri, ça... vous avez martelé quelque part, il faut donner la bonne information. Les journalistes, des fois, sont victimes des arrestations. Pourquoi? Parce qu'ils ne livrent pas la bonne information. Mais vous ne pensez pas que par rapport à la réalité du pays, les journalistes aussi sont butés au problème de rémunération. Si on vous propose quelque chose, vous ne trouvez pas que... Mais effectivement, madame, c'est là où nous allons... L'accès à la bonne information n'est pas facile. Dans un pays en voie de développement. Et qu'il faut lutter. Il faut lutter, c'est un combat. Et que nous pensons que même les journalistes, nous avons toujours dit que les journalistes ne doivent pas se limiter au Congo à être un journaliste d'opinion, mais un journaliste d'information. Surtout les journalistes qui doivent faire l'investigation. Vous savez, dans d'autres pays, ceux qui luttent contre la corruption, les détournements des deniers publics, ce sont les journalistes qui font des investigations que non. Moi, je vais faire le suivi des passations du marché, par exemple, d'asphaltage de telles routes.
On a confié à telle société. Et essayer un peu de suivre cette société. D'ailleurs, l'histoire des Panama Papers peut encore nous rassurer. Et suivre, est-ce que ce ne sont pas des sociétés, des Oxford qu'on crée, et alors qu'on met des noms comme ça, mais c'est pour des hommes politiques qui créent, et ainsi de suite. En Occident, Alors, les journalistes sont très non, bien rémunérés, alors en Afrique, tel n'est pas le cas. Les problèmes, madame, Ce sont les misérables, les journalistes. ce n'est pas le problème de rémunération. Et ici, c'est question du contexte du travail même des journalistes. C'est ce contexte-là qui n'est pas encore favorable, étant donné que la culture du secret est encore là et que les détenteurs en information mettent l'argent du contribuable dans leur poche et que les journalistes doivent se contenter parfois des petites coupures qu'on lui donne, ainsi de suite. C'est ce contexte-là qu'il faut améliorer. Ils vont travailler la peau d'oreille. Ici, on ne condamne pas les journalistes, mais c'est ce contexte-là du travail des journalistes qui doit être échangé. Et ça ne peut être échangé qu'à travers la loi. Voilà pourquoi, en plus même de la loi relative à l'accès à l'information, on a encore révisé la loi sur la liberté de la presse pour que les journalistes puissent trouver sa place. Mais la question aussi, c'est l'appropriation de ces combats par les journalistes lui-mêmes. Parce qu'on a aussi l'impression que les journalistes lui-même ne prennent pas conscience que c'est mon combat, c'est mon métier, il faut que je m'y engage. Prenons par exemple, aujourd'hui, il y a la loi sur la liberté de la presse qui est encore à l'Assemblée nationale, on a fait pas mal de réformes par rapport à cette loi et qu'on s'est dit que si ça s'appliquait, les journalistes vont être dans de bonnes conditions. Mais on ne sent pas l'appropriation de ces combats par les journalistes eux-mêmes. Donc c'est aussi question de conscience, mais nous pensons que notre combat, c'est pour travailler par rapport au changement du contexte. Parce que si aujourd'hui, on peut militer, payer des salaires, ainsi de suite, mais si le contexte, la base n'est pas bien posée, demain on va rentrer à la case du départ. Et le contexte, c'est la loi. Voilà pourquoi on milite pour cette loi d'accès à l'information et la loi sur la liberté de la presse. Et que demain, que les choses changent. Et même l'application, nous pensons, comme vous disiez, que qui doit donner ses droits. Un droit pour nous les défenseurs ou activistes des droits de l'homme, les droits de l'homme s'arrachent. Les droits, il ne faut pas attendre qu'on vous donne les droits. Personne ne viendra vous libérer, madame. Les droits, c'est vous-même. Vous savez que c'est mon droit et que je dois l'appliquer. Sachant bien que c'est mon droit. J'ai le droit d'accès à l'information. Alors, je dois appliquer mon droit. Je dois réclamer. Il ne faut pas attendre qu'on me le donne. Donc, vous voyez, on nous a donné l'indépendance en cascade. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes indépendants? Je ne pense pas. Mais il va falloir qu'on arrache parce que celui qui donne, ça met toujours au-dessus. Voilà. Il faudra que la population soit au-dessus pour arracher et avoir. Par rapport à la formation, oui, par rapport aux journalistes, compléter, ouais. Oui, par rapport aux journalistes, Henri a parlé d'un problème d'éthique. C'est vrai qu'un journaliste peut avoir une information tronquée et on lui demande de la présenter. Il y a un problème de conscience là-dessus. Elle s'est dit, c'est vrai que la vérité que moi je connaissais celle-là. Mais on me donne une information tronquée. Et au vu de la population, comment est vu ce journaliste? Ça veut dire que je ne trouve pas qu'il faudrait qu'on muse que sur les intérêts pécuniaires parce qu'on est mal rémunéré, mais qu'on se dise aussi que, ok, ma conscience, qu'est-ce qu'elle me dit pour que je transmette cette information? Si l'information est bonne, d'accord. Mais si elle est vraiment tronquée et qu'au vu, au su de tout le monde, on est mal vu, je ne pense pas que pour son éthique, qu'on peut aussi la transmettre. Je crois que c'est aussi un élément que je voulais ajouter. Là, c'est ce que M. Henri a fait allusion à la corruption. La corruption, c'est à tous les niveaux, même au niveau des journalistes. Oui, nous le savons et je pense qu'un journaliste peut être, en fait, il doit être neutre, mais quand il est corrompu et qu'il donne une information parce qu'il a un penchant, je ne vois pas la neutralité du journaliste. Voilà. Mais voilà pourquoi, madame, que si on est arrivé, parce que si vous prenez l'article 24 de la Constitution, il y a deux aspects là. On dit toute personne a droit à l'information, et puis deuxième paragraphe, on vient parler de la liberté des médias et des presses. Si on est en train de promouvoir ces droits d'accès à l'information pour tous, c'est pour éviter aussi ça. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, la corruption ne va pas la mettre fin aujourd'hui. Mais il faut mettre des mécanismes pour l'atténuer.
Parce que dans notre pays, s'il y a des crashs aujourd'hui, si nous connaissons la misère aujourd'hui au Congo, c'est à cause de la corruption. Et quels sont les mécanismes exactement et parmi les mécanismes 24 arrive à mettre pour atténuer? Parmi les mécanismes, nous pensons que, vous savez, le soleil c'est un grand détergent, n'est-ce pas? Lorsque vous nettoyez vos habits, parfois des linges blanches, là, il y a une tache, là, parfois le savon, ça ne termine pas. Souvent, je vois les mamans placées sous le soleil et après quelques temps, vous allez trouver que la tache est partie. C'est pour dire quoi? L'ouverture, c'est un grand détergent. Et les détergents que nous mettons par rapport à cette pourriture-là, qui vraiment met de l'odeur partout, vous passez, ça fait la honte, c'est cette ouverture-là. Quels sont les efforts? Le mécanisme, c'est que la population, vous êtes les efforts exécutif de plateforme collective 24. Quels sont les efforts, le mécanisme nécessaire que votre plateforme est en train de mettre pour atténuer, empêcher? Oui, effectivement, c'est là où je suis en train d'arriver. Le premier mécanisme, c'est le combat. Le premier mécanisme, c'est le combat qu'on mène pour qu'on ait cette loi. Pour que tout citoyen sache que j'ai droit d'aller demander des informations. Vous avez orienté votre combat comment? Qu'on me les donne. Alors, donc, le combat, on fait un combat, si je peux appeler, comme l'armée, vous avez les bombardiers, vous avez les fantassins, ainsi de suite. Et que les bombardiers, c'est-à-dire au niveau le plus haut, il faut qu'on ait la loi. Parce que nous sommes un État de droit, bien que la Constitution garantisse ces droits, bien que les traités, les accords, les conventions dûment ratifiées et signées par la RDC ratifient ces droits, notamment aussi même la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et au plus haut niveau, il y a cet aspect politique qu'il faut gérer et qu'on peut bien gérer que par la loi. Mais au plus bas niveau, maintenant, il faut travailler la population. Que la population soit consciente que c'est mon droit. C'est mon droit de savoir le pain a augmenté aujourd'hui. Pourquoi on a augmenté le prix du pain? Pourquoi dans ma zone de santé, on n'a pas un centre de santé de référence de l'État dans notre commune? Ministre de la Santé, quelle est votre politique? Quelle est la quote-part que vous réservez là-bas? On fait un programme que non, actuellement, les femmes ne vont plus payer l'accouchement. Quel est le montant d'argent que vous avez mis dans les budgets pour que ça puisse subventionner les accouchements? Donc, que la population sache que c'est mon droit. L'OCC, vous êtes en train de contrôler. Mais les histoires qui viennent de Lufula, comment ça se présente? Les poulets sans couleur, sans quoi qu'on est en train de vendre. Quel est l'impact de tout ça par rapport à notre santé? Donc, le premier combat, quand je parle des fantassins, des terrains, le premier mécanisme, c'est inciter la population à comprendre d'abord que c'est son droit. C'est le droit de la population. C'est le droit de tout un chacun. Vous avez fait votre examen, vous avez droit à votre papier. Et pour qu'on vous donne votre papier, ce n'est pas que j'ai raté à l'examen d'État et je me mets la corde au cou pour que je mets fin à ma vie, mais j'ai le droit d'aller demander savoir pourquoi je suis à l'examen d'État. Donc c'est cette culture-là de contrôle citoyen que nous inculquons auprès de la population. De l'autre côté, l'administration, il faut continuer à la former pour que l'administration se développe d'une culture de redevabilité, qu'elle puisse savoir que les documents que je détiens, les informations que je détiens, ce n'est pas pour moi, c'est pour le public. Même en matière de finances, on parle bien des finances publiques et non des finances secrètes. Alors, d'où à chaque instant qu'un citoyen vient me poser la question, je dois donner. Donc, il faut continuer à les sensibiliser, les former, mais en même temps, il faut les accompagner et les encadrer et dans les demandes en information et en même temps dans la production et les métiers, même la divulgation de toutes ces informations-là. Voilà, c'est un grand combat, mais je pense que le plus grand combat, il est politique. C'est-à-dire que les politiques doivent nous doter de cette loi. Voilà. Ce n'est qu'à cela que nous pouvons avancer. Merci beaucoup pour cette précision. Madame Liliane, nous sommes presque, Maître Liliane, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous allez ramener à Lubumbashi? Vous étiez venu à Kinshasa spécifiquement pour participer aux travaux de l'atelier que Collectif 24 a organisé, placé sous les thèmes droit d'accès à l'information et à la liberté d'expression dans la société de l'information pour une participation citoyenne. Qu'est-ce que vous allez ramener de l'autre côté? Comment est-ce que vous allez procéder pour relayer l'information en quelques mots? Parce que nous sommes déjà là.
Merci. C'est vrai que j'ai assisté au colloque. Il y a différents thèmes qui ont été développés. Mais en fait, on a parlé aussi de la protection par rapport à tout le matériel informatique, par rapport aussi à l'éducation des enfants. Ça a été aussi dit dans notre colloque. Et aujourd'hui, si je rentrais à Lubumbashi, je ferais la restitution en disant qu'il y a d'abord une loi qui est en train d'être, qu'on est en train de préparer à ce qu'elle soit promulguée. En fait, nous nous battons pour qu'elle soit promulguée et que différents d'autres points, comme Henri l'a dit, il y a d'autres questions qui sont en train d'être posées par rapport au fait que les chaînes soient fermées. On a quand même eu des réponses dans la salle que nous allons aussi transmettre et cette façon-là continuer toujours la lutte et aussi dire aux autres que c'est vraiment un droit pour nous et que nous devons arracher ce droit. Voilà. Un message chute en 1 minute par rapport à cette préoccupation impérieuse. En fait, ce que nous voulons, c'est que nous soyons informés sur tout ce qui se passe dans notre pays et quand nous avons besoin d'une information, qu'on nous la donne parce qu'on est aussi congolais et nous avons aussi droit à connaître ce qui se passe dans notre pays. Voilà, Monsieur Henri, collectif 24 fait un travail un peu rien, un travail à applaudir. En quelques mots, quelles sont les résolutions de l'atelier du 26 au 27 qui s'est déroulé au CEPAS et comment est-ce que cette lutte que vous êtes en train de mener, vous espérez l'amener à bon port, comment est-ce que vous comptez déployer les efforts pour que cette loi ne puisse pas continuer à traîner les pieds tout en disant qu'il y a des essentiels et ça, on laisse ça dans les oubliettes? Bon, effectivement, madame, je pense que ici du colloque, il y a pas mal de recommandations. Donc, entre autres, il faut poursuivre ces plaidoyers pour que la loi soit votée. Mais nous sommes confiants envers les députés. Nous pensons qu'à la session de mars, parfois, ils vont faire passer cette loi parce que le travail est presque fini. Et qu'en dehors de ça, il faut bien travailler, former les gens, les sensibiliser pour qu'il y ait plus d'appropriation. Parce que la loi, c'est une chose, mais l'application, c'est autre chose. Mais contrairement à d'autres lois, quand on dit toujours, la population dit toujours que à quoi ça sert des lois parce qu'on a autant de lois dans notre pays qui ne s'appliquent pas. La population devrait savoir que cette loi, c'est une loi citoyenne. C'est une loi vraiment, quand on parle aujourd'hui de l'article 5, que la souveraineté vient du peuple, c'est la loi là qui vient vraiment renforcer cette souveraineté parce que l'application, c'est vous le peuple. C'est vous qui allez demander les informations. Mais si vous-même, vous n'allez pas demander les informations, ne dites pas qu'on ne donne pas les informations. Parce que les détenteurs, l'administration, les politiques, nos dirigeants vont dire, mais nous, la loi est là. Mais comment nous allons l'appliquer si on ne nous demande pas les informations? Quand bien même eux aussi auront une responsabilité de divulguer de manière proactive, c'est-à-dire avant une catégorie d'informations données, mais l'application, c'est d'abord la population. Donc, vous voyez que c'est une loi qui renverse un peu les pratiques où on attend que l'autorité applique, mais ça, c'est la population elle-même souveraine qui doit appliquer. Donc, si vous ne demandez pas les informations, ce n'est pas la faute des dirigeants. Voilà. Allez demander, si on vous les prive, faites des recours. Si vous ne trouvez pas gain de cause, vous avez droit de vous plaindre, même en justice, et que même le collectif 24 est prêt d'accompagner tout le monde qui se verrait victime de confiscation de l'information. Et ensemble, nous pouvons bien aller de l'avant. Voilà, coup de chapeau au collectif 24 pour cette lutte de promouvoir l'information, d'autant plus qu'il y a des avantages de l'accès à la liberté, à l'information et à la liberté d'expression en démocratie. Notre beau pays, la RDC, qui a intérêt que la démocratie puisse être totale. Nous venons là de nous échanger pendant les minutes imparties à cette émission avec le secrétaire exécutif du collectif 24, M. Henri Longenja, et ainsi qu'avec Maître Liliane, qui est point focal du collectif 24 à Lubumbashi sur la préoccupation relative à l'accès à l'information. Nous n'avons pas pu épuiser toute la matière. Nous osons croire que nous aurons l'opportunité dans une prochaine émission, pourquoi pas, de continuer à parler de cette préoccupation qui nécessite d'en parler. Voilà, c'est la fin. Retrouvez cette émission en rediffusion le jeudi à 7h30. Merci, une très belle soirée à tous et à chacun.